Alors, Sébastien Chapalin, directeur général, vous avez un micro? Non, je vais vous en emmener un. Donc, Emmanuel, Pizza Hut, c'est des concurrents, c'est des confrères. Comment tu vois cette enseigne? La conséquence du sondage que vous avez vu et de ce que je vous ai expliqué, on est présent sur tous les créneaux, sur tous les âges et sur tous les moments de la journée. En fait, à chaque fois que quelqu'un a une bonne idée en restauration, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, quelque part, c'est un concurrent. Mais on n'appelle pas ça un concurrent direct parce qu'il va vous expliquer pourquoi, mais on a des ADN et puis des modes de fonctionnement quand même très différents. Alors, Sébastien, la restauration rapide, c'est vrai que c'est un secteur qui est suivi plutôt par les jeunes, on va dire, et la digitalisation, maintenant, si ça ne rentre pas dans les process, on est facilement disqualifié par rapport à ses concurrents. Alors oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, en ce qui nous concerne, commander une pizza, c'est devenu absolument évident, à la fois commander une pizza sur Internet, bien sûr. C'est devenu évident à la fois pour nous qui sommes dans la salle, mais aussi pour les jeunes. Pour vous donner un chiffre, Pizza Hut a lancé la commande de pizza par Internet en 2003, donc ça fait déjà quand même un petit moment. Et aujourd'hui, on a quasiment la moitié de notre business qui passe par le digital. Donc les clients commandent par Internet, la commande arrive en restaurant et ensuite on lui livre chez lui. Donc chez nous, c'est plus que partie intégrante des moyens de commande. Combien de temps il t'a fallu pour digitaliser tout ça? Il a fallu 6-7 ans, le temps que on apprenne à plus avoir notre client en face de nous pour commander, de plus avoir le téléphone qui sonne. Maintenant, ça fonctionne très très bien. Alors j'ai vu dans la presse, j'aimerais qu'on envoie les images, que Pizza Hut propose maintenant des robots. C'est gadget ou c'est vraiment efficace ça? C'est surtout la relation presse. Oui, d'accord. C'est Zenbo, non? Qu'on voit Zenbo, non? De Google, non? Oui, c'est un test qui a été mené en fait je crois que c'est au Japon, pour supplanter les serveurs pour les restaurants avec service à table. Mais c'est pour l'instant vraiment un test. Le test qui a le plus fonctionné chez Pizza Hut en matière de digitalisation, c'est la table connectée. Donc en fait, vous avez une table qui est classique au restaurant, sauf que sur cette table, vous avez la possibilité de composer vous-même votre pizza via un écran tactile. Et cette commande, en fait, est envoyée en cuisine. Et donc on est complètement dans la personnalisation de la pizza, personnalisation de sa commande. Et puis chacun, finalement, compose son propre produit. Il y a un prépaiement en fait, avant la commande ou les gens payent quand ils sont livrés? Ils payent quand ils sont livrés. Donc vous prenez un risque et le taux des marques inconnues, j'allais dire. Non, il n'est pas très élevé. Autant il a été très fort au démarrage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouaient, que là maintenant c'est terminé. Néanmoins, on va mettre en place tout ce qui est paiement en ligne, puisque nous n'avons pas encore le paiement en ligne, ça va arriver au mois de septembre. On se promène encore avec des TPE pour aller encaisser chez le client. Demain, le client pourra payer en ligne, puisque je considère que le paiement TPE GPRS est un frein et qu'il vaut mieux payer au départ en fait. L'incidence du coût par rapport, parce que ça a accentué le coût livraison, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui a été très vite bénéficiaire ou on ne sait pas trop quoi dire là-dessus? Non, ça a été très vite bénéficiaire en fait. Alors pour faire le lien avec la fidélisation, comment toi tu fidélise les clients Pizza Hut? Est-ce que le terminal de paiement, la carte, etc., ce sont des moyens que vous utilisez aujourd'hui pour créer cette communauté Pizza Hut? Non, alors moi j'ai une chance absolument extraordinaire, c'est que moi j'ai mes clients qui me donnent leur adresse. Ouais. Leur adresse pour les livrer. C'est rare ça. Donc c'est extrêmement rare. Et je dis toujours qu'en fait, en dehors de la poste qui vous amène à recommander, il y a le livreur de pizza qui vous amène votre pizza chez vous, quoi. Et ça, pour ça, c'est vrai que on bénéficie de l'adresse, de l'étage, même d'informations plus précises. C'est la nounou qui va vous ouvrir la porte. Enfin, voilà, on a tout ça. Et nous, on a une très grosse base de données de 450 000 clients actifs. Et partant de ce principe, on n'a aujourd'hui pas besoin de carte de fidélisation. On a aujourd'hui un programme de CRM pour activer ces clients, mais parce que c'est une base de données qui est extrêmement qualifiée en fait. Et donc les clients, ils donnent véritablement leurs adresses Bah oui, sinon il n'est pas livré, donc il est bien obligé de donner son adresse. Et tu as entendu les discours de nos experts juridiques. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une acceptation. Peut-être que Madame Roy va te réagir avec toi là-dessus. C'est vrai que ce qui est un petit peu dangereux, c'est la sensibilité des données, mais c'est plus le client qui aujourd'hui. Il n'y a pas de danger d'un point de vue juridique pur. À partir du moment où vous avez le consentement du client, il n'y a
pas de problématique. Après, c'est combien de temps vous allez conserver la donnée et ensuite, à qui vous allez la transmettre en tant que sous-traitant, si éventuellement vous utilisez des sous-traitants pour faire les livraisons. Aujourd'hui, on ne sous-traite pas notre base de données, on ne la garde que pour nous. Néanmoins, en effet, on n'a pas de problème d'acceptation, puisqu'une nouvelle fois, le client a besoin de se faire livrer son produit, donc il me donne son adresse en fait. D'accord. Tu n'es pas prêt à partager avec les boulangeries Paul? Non, Ça pas dépend du prix forcément, qu'il non. peut mettre, peut-être. Ça représente combien de clients? 450 000 à 500 000 en fait. D'accord, donc 500 000 là, 400 000 chez Paul, hein, c'est ça? Bientôt 400 000, je te rattrape. Bon, quand est-ce qu'on monte un data center pour tous les retailers, hein, qu'on cantonne quelque part, et puis on communique tous aux bons endroits, au bon moment, avec les bonnes personnes? Ce serait intelligent de faire ça, la mutualisation. Alors, dans votre secteur, il y a l'ubérisation de la société qui arrive très fort. On a regardé dans la presse. Et c'est Uber Eats qui propose des livraisons spontanées, c'est ça? Donc vous en avez entendu parler? Oui. Ah oui, Sébastien. on en a plus qu'entendu parler, parce que bon, vous citez Uber Eats, mais faut avoir en tête que ce qu'on appelle la food tech, en fait, donc ce sont les plateformes qui ont été créées pour faire le lien en fait entre des restaurateurs indépendants et des clients qui veulent se faire livrer tout type de food, hein, que ce soit du sushi, des pizzas, des burgers ou autres produits. Donc ce sont des plateformes qui s'appellent Deliveroo, Foodora, Take It Easy, Uber. Il y a même Google et Amazon qui sont en train de regarder ce dossier. C'est des gens qui sont extrêmement puissants, hein, puisqu'ils ont levé quasiment plus d'un milliard d'euros pour révolutionner le secteur. Ça fait 2 ans qu'ils sont arrivés. Ils sont en train de totalement bouleverser le marché. Il y avait un petit Français qui s'appelait Allo Resto qui avait mené ça il y a quasiment 6 ou 7 ans. Clairement, aujourd'hui, ils sont concurrencés. C'est un petit peu l'histoire de Booking dans l'hôtellerie il y a une dizaine d'années, en fait, ce qui est en train de se passer en restauration rapide. Oui. Justement, vous pouvez vous en passer du Booking bis pour la restauration. Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable ou... Aujourd'hui, on s'en passe très bien. Demain, il y a une vraie question, en fait, qui va se poser. C'est quoi la question? La question, c'est est-ce qu'on doit travailler avec le booking de la restauration? C'est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit, nous, en tant qu'enseigne, s'exposer sur une plateforme au même titre qu'un restaurateur indépendant? Ou est-ce que la puissance de la marque fait qu'on n'a pas besoin d'aller travailler avec ces gens-là, en fait? Oui. Donc, Donc, je pense qu'on va évidemment, au fil des années, ne pas pouvoir négliger cette tendance-là. Après, en fait, ça dépend aussi de l'ADN de votre marque et de ce que vous y faites. Parce qu'évidemment, nous qui ne sommes pas contrairement notamment aux livreurs de pizza, nous ne livrons pas nos repas et on ne les transporte pas. Et on a très peur de la manière dont ça arrive chez le client. Donc, on a cette question-là. On a fait des tests, on commence certains tests vraiment anecdotiques pour l'instant, avec certains franchisés. Ça représente 1 à 2% de leur chiffre. Donc la question c'est, on observe encore et on attend que ça représente quoi comme chiffre? Enfin 2% c'est ce qui nous manquait le mois dernier pour boucler notre budget. Donc on attend que ça représente 5, 7, 8, 10. Donc il faut monter dans le train, il y a énormément d'acteurs. Il faut monter dans le train au bon moment. On est très courtisé parce qu'évidemment, comme tu le disais, ce sont des gens qui ont apporté une valeur tout de suite à des restaurateurs indépendants. Parce que forcément, ça leur a apporté une plateforme de commande et une visibilité supérieure. Les chaînés, on a un petit peu plus... Enfin, ces gens-là ont beaucoup d'intérêt à signer des grandes enseignes de restauration, aussi pour leur crédibilité. Donc on est en train de s'observer, on est lentement mais sûrement, encore une fois, nous on est une vieille dame, donc oui. on est plutôt des suiveurs, mais moi ma conviction c'est que d'ici 5 ans, on ne pourra pas faire sans ces gens-là, évidemment. Alors, ça tombe bien, j'ai 2 patrons de la nouvelle économie à vous présenter. Tout d'abord, nous avons Arthur Perticot. Bonjour Arthur. Bonjour. Donc toi, quand tu entends ça te fait marrer? Tu dis, ils n'ont pas vu le vent venir, là, Boulangerie Paul, on va les... Non, parce que pour parler avec la majorité d'entre eux, je sais qu'ils l'ont vu venir et qu'ils, évidemment, ne sont pas idiots et les yeux fermés sur le monde qui arrive. Toi, t'en fais partie du monde qui arrive, toi. T'as quel âge? J'espère. J'ai 26 ans. 26 ans. Donc, On travaille ensemble. Oui. Alors, peut-être 2 mots sur un petit coup de projecteur sur Wind. Alors, qu'est-ce que c'est Wind en 2 mots?
Alors, Win, c'est une société qui a pour ambition justement de désubériser le marché du retail. De Donc, désubériser. Oui. désubériser, c'est-à-dire Oui. de rendre l'intermédiation par des acteurs tiers beaucoup moins intéressante pour les acteurs comme Pizza Hut, comme Paul et autres, pour une raison très simple, c'est que c'est une forme de dilemme du prisonnier 2.0 dans lequel le premier qui va mettre la main dedans va entraîner tout le marché. Et à partir de ce moment-là, comme Booking, le marché va être complètement explosé et le seul leader sera Booking. Et derrière, la question ce sera plus est-ce qu'on y va ou pas, c'est comment on fait pour en sortir. Donc à partir de ce moment-là, la problématique est claire. C'est quel est l'outil qui va permettre d'aider les retailers, notamment dans la restauration, mais pas que, parce qu'on travaille aujourd'hui avec un panel assez large d'acteurs. Comment on aide les retailers de manière générale à proposer à des clients les services que justement ces, on va dire, Uber-like peuvent proposer. Et donc c'est de la mise en avant de services, click and collect, livraison, réservation de table, réservation de services, e-réservation de produits, etc., mais de manière intelligente. Et pour nous, le cross-canal intelligent, c'est celui qui est basé sur un seul système d'information et pas sur un agglomérat de logiciels différents. Puisqu'un agglomérat de logiciels différents, c'est un agglomérat de mainteneurs, un agglomérat de back-office, un agglomérat évidemment d'abonnements mensuels. Et on se retrouve avec une complexité qui est démentielle d'un point de vue marketing, démentielle d'un point de vue technique et surtout démentielle d'un point de vue opérationnel. Et moi, le cœur de mes utilisateurs, c'est évidemment les clients finaux. Ce sont évidemment les personnes au siège, mais ce sont surtout les opérationnels en point de vente, et c'est ceux, honnêtement, que je respecte le plus, parce que ce sont ceux qui, en décidant de faire grève un jour et de ne pas utiliser la caisse parce qu'elle est mal foutue, peuvent décider de bloquer un point de vente et de faire que le business tombe pendant 1 à 2 journées s'ils le décident. Donc à partir de ce moment-là, il faut les mettre au cœur de la réflexion sur le cross-canal et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors comment tu arrives, parce que c'est la question, il y a plein d'une offre pléthorique, ça sera un débat en début d'après-midi, il y a plein d'innovations qui arrivent tous les jours et le gros problème des directions générales aujourd'hui, dont j'en ai un certain nombre avec nous, c'est quelle solution choisir, ça coûte un bras, c'est le cas de le dire. Donc toi tu dis, toi j'ai une solution magique, universelle. Alors, elle n'est ni magique ni universelle, elle est à la fois agile dans le sens où elle permet de se tromper, et le seul conseil, si je puis me permettre, à donner, c'est évidemment l'erreur est autorisée. Alors nous on le sait en tant que start-up parce qu'on en commet des tonnes chaque jour puisqu'on apprend en marchant et c'est bien normal, mais je pense que l'erreur c'est aussi de se dire que on a le droit de tester des solutions, on a le droit de tester des services, on a le droit de tester des services qui ne vont pas marcher. Puisque chaque erreur est un apprentissage pour lancer le bon service et à la fin il y a toujours un service qui marche. Donc Gilles Nectou, donc c'est des entreprises qui vont rendre agiles des entreprises un peu plus anciennes, qui ont des process, etc. C'est un vœu pieux ou c'est quelque chose qui peut se faire, qui peut se transformer? Je crois que déjà l'évolution du consommateur fait que finalement la livraison, on voit bien que ça évolue très très vite. Et moi je suis un des premiers consommateurs à commander et à être ravi de recevoir mon repas 15 minutes après. Ça c'est une évolution forte de la demande. Donc, toute solution qui soit permettra finalement à une enseigne d'éviter la désintermédiation, parce que c'est quand même ça le sujet. C'est si je commence à utiliser des plateformes de livraison, forcément je me fais désintermédier, forcément je suis noyé au milieu d'autres qui font la même chose que moi, et donc je perds un peu de l'ADN de ma marque. Donc là, il y a un enjeu sans doute, si je comprends la solution, hein, d'utiliser des solutions en marque blanche et finalement de faire le boulot en tant qu'enseigne moi-même et d'être capable de livrer mes clients avec la même rapidité que pourraient avoir les plateformes mutualisées. Arthur? Parce que ce que ça veut dire et comment je reboucle avec la question sur la base de données qui est fondamentale. La force de Booking, c'est l'offre évidemment qui est quasi exhaustive, mais c'est surtout la base de données mondiale la plus développée, la plus intelligente et la plus utilisable. Et le fait de dire je vais mettre mes points de vente sur ces marketplaces, c'est dire je vais donner à ces marketplaces des arguments pour faire en sorte que mes propres clients rentrent sur leur propre base de données. Et eux, leur valeur, c'est un mix entre un nombre de clients à activer, un nombre de points de vente à pousser et la commission qu'ils prennent au milieu. Donc à partir de ce moment-là, si on décide de donner toutes les assets, toutes les valeurs que l'on a, forcément on perd. Alors, je passe la parole à mon expert. Eric, il faut qu'on comprenne un peu là. Donc, j'aimerais qu'on fasse un peu le point. Donc, ce monsieur donc, nous dit on va digitaliser les points de vente pour les rendre aussi agiles, aussi efficaces que les plateformes, les marketplaces qui sont en train de se mettre en place par les pure players. Et on me dit par ailleurs que le point de vente physique, c'est quand même lui qui a la main, parce qu'il a un contact direct avec le client. Pour s'y retrouver, quelle analyse tu as, toi? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les pure players qui se mettent à ouvrir des magasins. Et évidemment, depuis que le digital s'est développé, les magasins qui sont très fortement, on va dire, digitalisés, mais sur le parcours client, pas seulement en magasin.
Donc les deux mondes se rejoignent, ça c'est une évidence. Grâce à des entreprises comme ça aussi qui font l'interface aussi. Non Aussi grâce à des entreprises comme ça, absolument. On s'aperçoit, enfin, il y a une vraie difficulté pour les retailers de rentrer dans ce monde complètement nouveau Oui. que des Uber et autres ont révolutionné. Donc je trouve ce genre d'initiative absolument très pertinente. Quand on a des magasins, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce que je peux apporter à mes clients comme valeur ajoutée que le web seul ne peut pas faire. Et donc on parle d'expérience client. Et ce type de solution, à mon avis, apporte une expérience client très intéressante. Le dernier point sur lequel j'essaye d'insister vraiment, c'est qu'est-ce que veut dire digital ? Oui, enfin là, non, mais c'est très rapide. C'est qu'on dit digitalisation, etc. La digitalisation, c'est très bien, mais les caisses connectées, ça existe depuis toujours. Et le fait que les sièges soient en mesure de récupérer en temps réel des informations, ça passe pas par des pigeons voyageurs ou par l'espace, c'est du digital. Là, ce qu'on se pose comme question, c'est comment le digital nous permet de créer une expérience qui est à la fois en dehors et dans le point de vente, et à la fois moderne et adaptée aux nouvelles attentes des clients. Mais c'est important de bien focaliser le digital sur ce que c'est vraiment. allez, des petits commentaires là. Christophe Vignol. Moi, j'ai un petit commentaire. On a la difficulté chez nous parce qu'on est en train de regarder tout notre système d'encaissement, comment est-ce qu'on peut faire du click and collect, du click and delivery. La problématique sur laquelle on se heurte, c'est qu'on teste des choses. On a une vraie problématique de retour sur investissement quand on va se être obligé de décliner sur 50, 70, 100, 200 magasins selon la taille des réseaux. Et enfin, je ne sais pas si c'est un frein pour vous, parce que nous, on peut tester les choses sur une boutique, sur deux. Mais on est assez frileux sur le fait de se dire on va être obligé de décliner sur 50 boutiques parce qu'on a investi, parce qu'on amortit et parce que demain, on n'est pas complètement encore sûr du retour sur investissement de renouveler tout notre parc informatique et notre parc de caisse. Alors je vais juste me permettre de répondre là-dessus parce que ça touche un peu au cœur des métiers. Et effectivement, c'est un point qui est fondamental, le ROI, et c'est le seul intérêt. C'est-à-dire que si on ne trouve pas le ROI dans la solution qu'on veut proposer, ça ne sert même à rien de se lancer pour le coup, parce qu'évidemment, ce qu'on fait, c'est du business. Simplement, la bonne réponse à ça, c'est il y a une phase de pilote qui nous permet justement de valider l'ensemble des termes du lancement, et l'ensemble des termes, c'est le ROI. Oui, alors j'aimerais dire effectivement qu'on a tout misé sur le digital, sur les clients digitaux. Aujourd'hui, on sait qu'aux États-Unis et en Europe, ce sont bien les clients multicanaux qui sont les plus rentables. Et donc, ces clients multicanaux, on doit être capable de les satisfaire online et offline et surtout faire l'enchevêtrement entre les deux mondes. Alors, dernier patron de start-up, Romain Scuotto, fondateur de YouFit. C'est plus Romain, c'est Ramzi. C'est Ramzi. Voilà, il y a une erreur. Ils m'ont écrit ça à la main. Pas grave. Alors Ramzi, tu t'es inscrit hier soir pour le lendemain, donc j'ai pas eu le temps. On m'a appelé hier soir à 21h, j'étais en scooter, il m'a dit inscris-toi, je me suis inscrit. Tu étais en train d'aller t'acheter ta pizza, peut-être chez Pizza Hut? Je suis client Pizza Hut, mais j'ai pas mangé pizza hier. Alors un mot de commentaire sur ce qu'on entend, ces points de vente installés depuis des dizaines et des dizaines d'années qui sont en train de devenir agiles, qui mettent en place des solutions intéressantes pour fidéliser leurs clients. Un petit mot de commentaire là-dessus. Un petit commentaire qui est assez simple, c'est que nous aujourd'hui, donc, on travaille avec pas mal de points de vente, des commerçants indépendants, mais également des réseaux. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la digitalisation du point de vente est assez important pour pas mal de réseaux. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est de passer d'une phase A, on va dire, à une phase B. C'est assez complexe car il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place en point de vente. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'outils, de solutions qui existent sur le marché et que la phase de transition peut prendre un peu plus de temps en fonction de la complexité des solutions, comment on peut justement les adapter au point de vente. Et puis aussi également aujourd'hui, je pense qu'il est assez important, nous on est spécialisé dans la fidélisation client. On a sorti une solution donc digitale en dématérialisant la carte de fidélité, mais on a quand même gardé la carte de fidélité physique. Tu gardes les deux? On a gardé les deux. Pourquoi? Il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de répartition qu'on a actuellement sur les utilisateurs mobiles versus les utilisateurs de carte physique, donc c'est une carte en PVC avec un QR code, il faut savoir qu'on a 65% d'utilisateurs de carte physique versus 35% de mobile. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, quand il va en point de vente, lorsqu'il va faire un achat, on va dire, de type classique aujourd'hui, il n'a pas forcément envie de télécharger une application mobile, il ne trouve pas forcément l'intérêt, même si c'est des applications qui vont demain permettre de gérer plusieurs cartes de fidélité et que le premier acte d'achat va bien être souvent via une carte de fidélité qui va être soit donc, papier ou physique. Et je pense qu'aujourd'hui, le passage du physique au digital ne peut pas se faire du jour au lendemain. Okay. Non, mais il faut simplement télécharger ces cartes de fit dans Passbook, et tout roule. Enfin, pour toi, ça a l'air simple, mais moi, Passbook, je ne sais même pas ce que c'est. Non, je suis d'accord, mais je parle de l'or du premier enrôlement.
Aujourd'hui, lors du premier enrôlement consommateur en point de vente, on se rend compte justement que il y a un acte d'achat qui est assez simple, c'est que je vais demain dans la restauration rapide, on va me demander de télécharger une application mobile. Je suis venu pour faire un achat qui est assez rapide, je n'aurai pas forcément le temps, je n'aurai peut-être pas du tout envie. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre solution qu'on a mis en place, on a gardé la carte physique où le client va s'enregistrer sur une tablette qu'on met en magasin. Et aujourd'hui, on a un taux d'enrôlement qui est assez important, assez intéressant, parce que je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui faire disparaître totalement la carte de fidélité physique. Emmanuel Massy. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, les deux supports, pour moi, la clé sont du complémentaires. Sont complémentaires. D'ailleurs, Marc, les gens d'un certain âge aiment bien gauler un peu les cartes. Si tu peux me rendre ma carte de fidélité, s'il te plaît. Tu me l'as piqué tout à l'heure. Oui. Merci. Elle vaut combien? C'est la mienne, donc elle vaut très très cher. Merci. Très bien. Des mots de commentaire, Philippe, le Hartel, là-dessus? Non, mais c'est là où on voit quand même la diversité de solutions qu'il peut y avoir ce matin présentées. On est tous un peu troublés par le nombre de solutions et il faut trouver le vrai canal. C'est quoi la martingale? Gilles Piquet, tu as l'air troublé, toi, un petit peu, non? C'est dire qu'un truc intelligent, mais. T'es pas obligé, je ne suis pas troublé. Finalement, à chaque fois que je viens dans ce genre de réunion. Ça conforte ta position, il faut surtout rien faire. Exactement, parce que moi, je vais vous dire un truc. Tu parles des 2%, je te les donnerai bien volontiers, parce que nous, actuellement, on est à 36% de croissance. On fera 1 milliard cette année. Et je crois que nos clients viennent chercher quoi? Il y en a certains dans la salle, alors certes peut-être de la fidélité pour certains, mais ils viennent chercher surtout de l'authenticité. Et le commerce, c'est avant tout des hommes avec des hommes. Alors toutes les cartes de fidélité, c'est pour ça que je plaisantais tout à l'heure sur mon épouse qu'on a 40, 50. Arrêtez de m'envoyer, je l'ai déjà dit une fois, mon anniversaire tous les mois avec des programmes divers et variés. Je ne suis pas une demoiselle, je ne suis pas une femme. À chaque fois, je m'inscris sur les programmes et à chaque fois, j'ai des bons de remise que je n'utilise pas parce que ça ne m'intéresse pas, ce que je viens chercher dans une enseigne. Et je crois que c'est ce que viennent chercher les consommateurs chez Biocop. C'est de la réalité. De la réalité et un engagement fort d'une marque avec des promesses qui ne sont pas simplement des promesses de prix ou de fidélité, mais des promesses d'un produit qui est sain et conforme à l'engagement qu'a pris la marque dans ses valeurs. Et puis pour la restauration, moi j'aime bien reparler souvent de l'expérience client et de l'ADN de la marque. Un burger ou une enseigne de pizza qui livre des pizzas depuis 50 ans, une marque de restauration qui n'a déjà plus en stock et en vitrine les références et une marque de restauration qui fonctionne avec des menus boards et des commandes depuis un demi-siècle, évidemment la digitalisation, et d'ailleurs Sébastien le disait, c'est énorme dans son chiffre d'affaires. Nous, on est un business de lèche-vitrine, on veut une expérience, le client veut une expérience, il veut rentrer chez nous, il veut voir le produit qui a été fait et il veut voir l'homme ou la femme de Paul, de l'autre côté de la vitre, qui est en train de le faire pour lui. Donc nous, l'impact de la digitalisation et de ces plateformes de commande et du click and collect, il sera mineur parce que c'est dans l'ADN et dans la structuration de notre marque. Pour d'autres, c'est majeur parce que bien avant Internet, on commandait déjà, on ne voyait déjà plus ce qu'on commandait physiquement. Donc voilà, en fait, chaque enseigne va décoller avec la digitalisation à sa vitesse. Sébastien Chapelain. Non, mais ce que disait Philippe est très juste, c'est-à-dire que le digital est clairement un canal sur lequel nous, professionnels de la restauration rapide, on doit aller, parce que nos clients y sont. Néanmoins, revenons au basique, c'est-à-dire que si le produit est pourri, que le service est pourri, de toute façon, le client va nous abandonner. Donc, et je dirais même qu'avec le digital, l'attente du client a encore plus grandi, c'est-à-dire que aujourd'hui, il attend un service impeccable, un produit impeccable dans un délai impeccable. Donc autant il y avait quelques excuses auparavant que maintenant je commande sur Internet, je dois avoir mon produit à l'heure et conforme à ma commande, quoi. Oui. Alors, juste pour j'aimerais bien recevoir mon petit déjeuner Paul que je commanderai depuis chez moi, que je reçois en un quart d'heure alors que je suis à peine encore rasé. Ça, ce serait quand même sympathique. Donc je pense qu'il y a quand même un enjeu indépendamment de l'enseigne qui a tous ses codes de valeur, évidemment, et de la relation avec les hommes et les femmes qui travaillent chez Paul. Et je pense qu'il y a quand même aussi un enjeu de recevoir le produit Paul très vite en le commandant depuis chez moi. Et je pense qu'il y a quand même un enjeu assez important de business sur la livraison. C'est la gestion de la queue chez Paul. Moi, j'ai pas envie de faire la queue chez Paul. Donc, si on peut me préparer d'ores et déjà le menu que j'ai l'habitude de prendre. Alors, Emmanuel, qu'est-ce que tu attends alors? On ne veut pas faire la queue chez toi. Mais je redis, après, il faut parler des chiffres. On est en business. Pour l'instant, c'est quelques pourcents. Je l'ai dit, je redis ce que j'ai dit. Dans quelques années, ça va peut-être être quelques dizaines de pourcents. Mais l'enjeu est bien moindre pour mon business que pour un burger ou pour une pizza. Voilà. En tout cas, je suis moins pressé de me jeter à corps perdu dans le truc.
Alors, dernière... Parce que c'est d'abord l'expérience client et l'homme et la femme de Paul qui va servir, qui va faire que mon client va revenir.